Bonjour à tous. Quelle Algérie demain? Le thème donc de cette conférence digitale organisée par votre journal Jeune Afrique. Quelle Algérie demain dans un monde en mouvement, profondément bousculé par le Covid-19. On mesure encore à peine à date ce 24 juin les conséquences sur le plan politique, environnemental, social, politique, encore diplomatique, sanitaire évidemment, causées par cette pandémie. Dans le cas algérien plus précisément, l'État doit aussi relever un certain nombre de défis intérieurs, notamment en matière de gouvernance. Plus d'un an après la révolution du 22 février, le Hirak, quelle réponse apporter aux centaines de milliers de manifestants descendus dans la rue? Comment financer le volet économique et social de cette réponse avec un baril de pétrole qui se stabilise à peine autour des $40? Faut-il d'ailleurs sortir du tout pétrole? Vous entendrez nos intervenants qui ont des avis très tranchés et assez disruptifs sur la question. Quel rôle pour le privé dans l'Algérie de demain? Quel rôle pour la diaspora? Je suis Neila Latrousse, rédactrice en chef adjointe de Jeune Afrique. J'ai le plaisir et l'honneur de modérer cette conférence digitale. Le plaisir et l'honneur aussi d'introduire nos deux intervenants qui vont répondre à toutes nos questions, à toutes vos questions. L'Algérie n'a aucun secret pour eux, ni le Maghreb, ni l'Afrique. Vous les voyez apparaître, Monsieur Abderrahmane Ben Khalfa, consultant indépendant, expert économique, une voix qui porte sur le continent et au-delà. Monsieur Ben Khalfa, vous êtes missionné par l'Union africaine au sein d'une task force, moi je dirais même une dream team. Votre mission en tant qu'envoyé spécial, c'est porter la voix du continent dans le monde et mobiliser un soutien en faveur de l'Afrique pour construire l'après-Covid. Je rappelle à peine vos fonctions institutionnelles passées au sein de la Banque d'Algérie ou comme ministre des Finances en Algérie. À vos côtés, une autre figure de l'entrepreneuriat en Algérie, Slim Othmani, président fondateur du think tank CARE, le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise, très impliqué dans un certain nombre d'initiatives comme Injaz El Jazair, une association qui aide les étudiants à mûrir leurs projets. Et vous nous en parlerez, mon cher Slim, avant de vous donner la parole, messieurs. Un petit mot pour le presque millier de participants inscrits à cette conférence digitale. Vous êtes très nombreux à nous avoir adressé des questions en amont que j'aurai le plaisir de relayer auprès de messieurs Ben Khalfa et Othmani. Tout au long de la conférence, vous pouvez encore nous adresser vos questions. Tout en bas de votre écran sur Zoom se trouve un onglet Q et R, questions-réponses. Aurélie de Jeune Afrique est chargée en régie, en coulisses, de compiler vos messages et de me les relayer. Si vous avez des problèmes techniques, vous nous les indiquez toujours via cet onglet Q&R. Coralie, qui est en régie aussi, vous aidera à les régler. Un sondage enfin tout au long de la conférence. Êtes-vous optimiste pour l'avenir de l'Algérie? À vos claviers, vous m'avez assez entendu. Parole à nos intervenants. Premier débat entre choc et résilience, l'économie au crible. Je vais commencer par vous, Monsieur Ben Khalfa, avec une question, pardonnez-moi, sans détour. Aujourd'hui, y a-t-il lieu d'être inquiet de la situation financière en Algérie? Merci de cette grande initiative de Jeune Afrique. Merci de me permettre aussi de dialoguer avec le millier d'Algériens d'Algérie et le millier d'Algériens du monde, parce que j'ai vu plusieurs pays. C'est un moment important dans la vie de notre nation. Est-ce que je suis optimiste? Je suis optimiste. Nous avons connu une année difficile, 2019, avec un grand risque politique qui pouvait nous mener plus loin. Vous connaissez la Jeune Afrique, puisque je connais bien la maison, vous connaissez les transitions douloureuses que beaucoup de pays ont connues. Nous avons eu nos transitions, heureusement, pas douloureuses au plan humain et au plan politique. Nous sommes maintenant dans une nouvelle transition politique avec beaucoup d'instruments, beaucoup de demandes encore non satisfaites, un pays en mouvement avec une problématique économique et financière complexe. C'est celle-ci qui fait partie des priorités, de nos priorités tous. Les acteurs économiques, les pouvoirs publics, mais aussi l'élite algérienne de l'intérieur et de l'extérieur, c'est la problématique économique qui demeure encore non résolue. Voilà ce qu'on peut dire en entrée, mais un pays à grand potentiel, un pays qui a traversé le moment le plus difficile qui est derrière lui, un pays qui commence à ouvrir son économie, à sortir des tabous, un pays où le business est encore plein de promesses, mais un pays qui doit revoir la boîte à outils économique et financière. Même question posée
Aux co-participants, à Slim Othmani, quid de la situation économique et financière aujourd'hui de l'Algérie, un état des lieux pour commencer cette conférence digitale? Merci Naïla et merci à tous ceux qui se sont inscrits pour nous écouter de parler de cette Algérie qui nous tient tant à cœur. La question, évidemment, personne ne vous répondra qu'il est pessimiste par rapport à son pays, mais on peut exprimer tout de même de l'inquiétude tout en exprimant beaucoup d'optimisme. Inquiétude, évidemment, compte tenu du contexte, inquiétude compte tenu de la multitude de chocs que subit ce pays, et optimisme compte tenu, évidemment, si Abdelrahman Belkhalfa vient de le citer et vient de l'énumérer, compte tenu des potentialités, compte tenu des chantiers qu'on peut ouvrir, compte tenu de beaucoup de choses. Donc, il y a de bonnes raisons de se réjouir, évidemment, de ce choc. Je vais vous surprendre en vous disant ça. Pourquoi? Parce que ce choc révèle évidemment nos faiblesses, les met au grand jour et nous permet de nous ajuster tous ensemble, c'est-à-dire le gouvernement et la société civile, les acteurs, les associations professionnelles, les associations patronales et aussi les partis politiques, surtout autour des questions évidemment d'économie qui sont fondamentales et vitales pour le citoyen algérien. Merci. Monsieur Ben Khalfa, une loi de finances complémentaire a été adoptée et promulguée début juin, comme dans beaucoup de pays dans cette crise, dans cet après-Covid. Est-ce qu'il y a des points à retenir en termes d'orientation économique de l'Algérie de demain contenus dans ce texte de loi? Trois choses dans la loi de finances complémentaire, effectivement, qui est en application. D'abord, c'est une loi de finances qui a rattrapé un certain nombre d'insuffisances qui étaient dans la loi de finances originale, notamment sur le plan fiscal. Il y a eu quelques réglages, même s'ils ne sont pas finis, au plan fiscal pur. Deuxième chose dans la loi de finances, c'est qu'on commence à sortir des tabous. C'est dans la loi de finances que les premiers tabous sont tombés un peu, la loi 51-49, le fameux droit de préemption qui gênait beaucoup de gens du monde d'affaires, et surtout l'ouverture progressive, même si elle est encore encadrée, vers l'endettement extérieur. Et troisième chose, dans la loi de finances complémentaire, c'est un ajustement budgétaire important, parce que vous savez que notre budget est devenu un peu insoutenable. Nous étions à $50, nous sommes à 40, mais on avait prévu 30. Et donc, le déficit budgétaire devait être complété. C'est pour ça qu'il y a eu quelques coupes dans la loi de finances 2020. On est tombé d'à peu près 78 milliards de dollars, à peu près à quelque chose comme 70 milliards de dollars du budget. Donc, il y a eu des coupes. Il faut continuer. Donc, un peu d'optimisation, mais pas encore de chantier en ce qui concerne la modernisation budgétaire. Je rebondis sur votre propos, Monsieur Ben Khalfa, avec une question pour Slim Othmani. Vous évoquez ces coupes budgétaires. Slim Othmani, est-ce que l'État vit encore au-dessus de ses moyens, si j'ose être un peu provocante? Écoutez, la question est à la limite, je vais dire, un peu difficile dans le sens où on peut tout de suite dire oui, l'État vit au-dessus des moyens. On peut tout de suite dire oui, il faut réduire le train de vie de l'État. Bon, évidemment, c'est une checklist quasi automatique pour tout pays qui vit une période de crise et aussi de transition telle que nous sommes en train de la vivre. Mais avant de s'engager sur une checklist, il faut avoir les éléments d'appréciation. Et pour moi, les éléments d'appréciation sont déjà le système d'information. En Algérie, ce dont nous souffrons beaucoup en tant que chef d'entreprise, en tant qu'institution aussi, même pour ceux qui sont à l'écoute de l'Algérie et qui apprécient la destination Algérie, ou du moins qui font un travail d'appréciation de la destination Algérie en termes d'investissement, souffrent de l'absence d'information. Alors, comment juger que le train de vie de l'État est élevé? Comment juger que les dépenses de l'État sont excessives et elles grèvent dangereusement, évidemment, les finances publiques? Il nous faut des éléments d'appréciation. Bon, on ne va pas transiger, évidemment, sur les dépenses sécuritaires. La population entière est d'accord sur la dépense en matière sécuritaire parce que nous avons des frontières trop importantes, trop étalées, qui nécessitent de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, des dépenses qui sont relativement importantes, qui peuvent être certainement optimisées, ça c'est sûr, mais c'est quand même un budget extrêmement lourd pour notre pays, 43 millions d'habitants qui vivent juste sur pratiquement 20% du territoire et 80% du territoire qui est laissé
pas à l'abandon, mais qui est désertique, et donc ça pose de véritables problèmes de lecture budgétaire. Maintenant, il y a d'autres, évidemment, postes budgétaires sur lesquels on pourrait travailler, mais on a besoin de cette information qui permet à l'État de prendre la bonne décision en matière de réduction, justement, du train de vie de l'État. Ils se sont engagés à réduire le train de vie de l'État, mais une dernière question que je pose indirectement, réduire, par exemple, des dépenses d'infrastructure, ça a peut-être des résultats positifs sur le déficit budgétaire aujourd'hui, mais ça a des conséquences négatives qui peuvent être graves sur justement sur le développement économique du pays dans un avenir moyen ou un peu plus éloigné. Donc, soyons réalistes. Cette question du déficit budgétaire, d'abord, est une question de spécialistes et nécessite véritablement le fait de disposer d'outils qui permettent réellement de cibler les postes sur lesquels nous devons travailler. Et il faut que ce soit consensuel, et il faut que ce soit partagé, et il faut que ce soit fait dans la plus grande transparence. Je rebondis sur votre propos, Slim Othmani, avec une question d'une certaine façon que je vais reformuler à M. Benralfa. Slim Othmani vient de parler de l'investissement dans les grands projets. C'est la condition de la relance. Si on doit relancer par l'endettement, il faut que ça aille vers ces grands projets d'infrastructure. Tout à fait. Vous savez que dans la consolidation budgétaire qui est imposée à l'Algérie, vous avez trois grandes masses. Vous avez le coût sécuritaire. Et le coût de la sécurité de l'Algérie est un coût régional. Nos amis algériens de l'intérieur et de l'extérieur doivent savoir que nous sommes un pays pivot et que le monde entier compte sur l'Algérie au-delà des exigences du pays. Vous avez un deuxième grande facture, ce sont les dépenses d'investissement. Le pays, la commande publique est importante parce qu'elle fait vivre des dizaines, des centaines, des milliers d'entreprises. Lorsque la commande publique est touchée, vous avez la commande publique qui recule, les entreprises en souffrent. Troisième chose, vous avez une grosse facture de 18 milliards de dollars en subventions et soutien. Nous sommes le premier pays qui a un système de subvention le plus élargi. Et enfin, il y a le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État central et l'État au niveau des départements. Alors, tout cela fait que notre budget dépasse un peu nos ressources maintenant. Nous avons un déficit. Mais en contrepartie, nous sommes le dernier pays endetté de l'Afrique. Je suis en train de négocier, en tant qu'envoyé spécial avec les autres, la dette africaine. Sur les 346 milliards de dollars de dette africaine, il y a 7, même pas 5 pour l'Algérie. Nous ne sommes pas suffisamment endettés et nous avons aussi encore une épargne institutionnelle qui est bonne. Donc, nous avons des fondamentaux qui sont bons, mais nous avons un aménagement budgétaire à apporter pour qu'il y ait une soutenabilité budgétaire pour les années à venir parce que nous avons un déficit qui s'agrandit. Et vous évoquiez l'Afrique, on va y arriver dans quelques instants. Quel rôle pour l'Algérie dans l'Afrique? Avant de passer à la question énergétique, puisque dans cette donne budgétaire se pose aussi la question de comment on finance un modèle économique et social. Un rappel à nos conférenciers, puisqu'on va passer à un deuxième thème. Si vous avez des questions, si vous souhaitez des précisions sur certains des points qui ont été abordés, l'endettement, les subventions, la transparence, l'accès à l'information qu'évoquait Slim Othmani, en bas de votre écran, l'onglet Q&R à vos claviers, à vos questions. Une question de moi-même en attendant à nos conférenciers. J'ai le souvenir d'une dissertation en classe préparatoire aux grandes écoles sur la rente, délices ou poison. Les finances publiques algériennes sont fortement dépendantes de l'apport des hydrocarbures, principal pourvoyeur du trésor, de la balance des paiements, des réserves de change. Slim Othmani, est-ce que l'Algérie de demain, c'est forcément une Algérie de l'après-pétrole? Disons que cette phrase de l'après-pétrole, cette phrase du syndrome hollandais qu'on répète systématiquement au sujet de l'Algérie, cette notion de se désintoxiquer de la rente pétrolière, j'ai envie d'aller à contre-courant, et en fait c'est l'idée que je voudrais proposer, d'aller à contre-courant justement de cette vision
déconnecté des hydrocarbures. Il y a 13 ans de cela, j'ai eu l'occasion, sans être expert du domaine, l'occasion d'écrire ou de commettre un petit article dans une revue qui était justement la vision de l'Algérie et qui justement détruisait cette idée de l'Algérie qui subit le syndrome hollandais en disant tout simplement allons à contre-courant de cela. Et pourquoi ne pas faire de cette faiblesse une force en disant Algérie, hub énergétique de la Méditerranée et de l'Afrique. En disant cela, je ne parle pas uniquement, évidemment, du pétrole et du gaz. Je parle aussi des énergies renouvelables, je parle du nucléaire, je parle de plusieurs choses. En partant de cette vision-là, évidemment, nous pouvons porter tous les autres secteurs de l'économie et nous pouvons aussi faire ruisseler en quelque sorte cette nouvelle rente. Mais cette rente-là, il faudra impérativement, et ça sera nécessaire, changer le mode de gouvernance et le rôle des acteurs. Quand je parle du rôle des acteurs, je parle beaucoup aussi du rôle des entreprises publiques qui activent dans le secteur de l'énergie. Ça ne sera plus leur rôle d'être prédominant ou dominant ou d'être des monopoles en excluant complètement le secteur privé. De deux choses l'une, ou bien on porte une vision dans laquelle tout le monde est partie prenante, ou bien nous ne pourrons pas avancer. Donc, il sera déterminant de s'inscrire dans une vision qui peut transformer l'énergie en une force plutôt qu'une faiblesse, une vision qui va permettre à tous les secteurs de se développer, aussi bien l'agriculture que l'éducation, que l'industrie. Et tous les acteurs devront être partie prenante, je le répète encore une fois, de cette belle aventure. Donc, je ne m'inscris pas tellement dans cette logique, je n'ai plus du moins envie de m'inscrire dans cette logique de se désintoxiquer du pétrole et du gaz. Il faudra s'intoxiquer davantage et, pour employer la formule courte, on va guérir le mal par le mal. J'avais promis un avis disruptif, la promesse est tenue. Je rebondis auprès de M. Ben Khalfa. Slim Othmani vient de nous expliquer, l'Algérie de demain, au fond, c'est peut-être moins la question du pétrole que la question du rééquilibrage public-privé. Est-ce que c'est un avis avec lequel vous abondez, avec lequel vous êtes d'accord? Tout à fait. Trois choses dans l'Algérie de demain. On ne tourne pas le dos au pétrole. On fait la diversification avec le pétrole. Donc, c'est effectivement un élément que nous partageons, moi et beaucoup de gens comme Slim. L'économie énergétique est au cœur de l'économie algérienne. On ne va pas s'en départir. Par contre, il y a une redistribution de ce que les Algériens appellent la rente pétrolière. Deux, c'est effectivement, actuellement, vous savez qu'il y a une loi qui a été, la nouvelle loi sur les hydrocarbures. On cherche à changer beaucoup et à optimiser les revenus pétroliers. Parallèlement, hier seulement, le président de la République a créé un ministère de l'énergie à côté d'un ministère de la transition énergétique. Donc, nous sommes également sur cette voie d'utiliser les énergies renouvelables. C'est un changement notable. Et puis, troisième chose, effectivement, important, oui, parce que vous le savez que quand on vend notre pétrole à l'extérieur, on le vend à $40. Quand on le vend à l'intérieur, on le vend à $13. Et donc, toute consommation d'autres énergies autres que le pétrole nous fait gagner des barils à exporter. Et nous, dans cette transition, c'est économiser les hydrocarbures rares pour pouvoir les exporter et consolider encore l'Algérie. Et troisième chose, effectivement, nous avons à faire distribuer, diluer cette activité pétrolière dans l'économie, aussi bien pour les acteurs publics que pour les acteurs privés. Mais l'Algérie de demain, c'est avec le pétrole, non pas tourner le dos au pétrole et aux hydrocarbures. Et aux côtés du pétrole, Slim Othmani, vous qui soutenez toutes les initiatives d'entrepreneuriat, je rappelais tout à l'heure notamment votre implication dans le projet N'Jaz El Jazair. Quels sont les secteurs les plus porteurs hors hydrocarbures aujourd'hui en Algérie? Hors hydrocarbures, trois choses. Un, nous avons un développement gigantesque de l'agriculture. Vous le savez qu'en 10 ans, et je le dis à nos amis de la diaspora, l'Algérie est passée d'un pays où il y avait des insuffisances en matière agricole. Nous avons cette année même des excédents qu'il faut rapidement ou transformer ou exporter. Nous sommes plus qu'autosuffisants en matière d'agriculture.
Et le pays s'est inversé. Le nord, le sud mangeait du nord, c'est le nord qui mange du sud maintenant. Vous savez. Alors, l'agriculture. L'industrie est à une phase pas bonne parce que nous n'avons pas réussi à tracer une stratégie industrielle et à la maintenir. Vous entendrez parler de l'industrie de la voiture, l'industrie de l'équipement. Donc, l'industrie est encore en mouvement. Il faut beaucoup de travail. Et nous avons un gap important dans le secteur des services. C'est le secteur des services qui ne permet pas à l'Algérie actuellement de valoriser les valeurs ajoutées dans l'agriculture et l'industrie, aussi bien pour les marchés intérieurs que pour les marchés extérieurs. Et c'est ce service, c'est ce secteur des services qui maintenant, avec l'arrêt du 51-49 et les droits de préemption et la gestion publique, c'est ce secteur qui est plein d'opportunités de business pour les années à venir. Donc, priorité une pour moi, c'est le secteur des services. Slim Othmani, même question, les secteurs porteurs? Non, évidemment, je ne vais pas compléter ce que vient de dire ni le répéter. C'est exactement les secteurs porteurs. Mais ce qui manque de mon point de vue, c'est le secteur financier qui est complètement à la traîne, qui ne permet pas justement de créer cette dynamique tant attendue. Et évidemment la bureaucratie, parce que je voudrais revenir sur un point quand M. Ben Khalfa tout à l'heure parlait justement des postes budgétaires, les coûts sécuritaires, le coût social, les subventions, les dépenses d'investissement et le financement de l'État. Bon, on voit très bien, on a quelques indicateurs. Si on voit le nombre de fonctionnaires par 1000 habitants, ça c'est un indicateur qui peut nous montrer que le digital n'a pas encore pénétré complètement les entrailles du fonctionnement des institutions de la République. Et donc, nous avons réellement besoin d'un grand plan de e-gouvernement ou de digitaliser véritablement l'administration algérienne. Et pour cela, nous avons besoin de ressources, d'hommes, pas uniquement d'argent. On a besoin d'hommes et de compétences qui sont capables de mener ces projets-là. Il ne faut pas perdre de vue aussi que tout ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Le problème, c'est que on devient très impatient. Dès qu'on commence à imaginer les solutions, tout le monde les imagine. Personne n'est plus intelligent qu'un autre. Tout le monde les imagine et personne ne donne de leçons à qui que ce soit. Mais personne ne peut prétendre mettre en œuvre sur un horizon de 12 mois tout ce qu'il faut faire pour remettre réellement l'Algérie en marche. Quand j'ai eu une discussion avec vous, Naïla, je vous disais, il y a des moments où j'ai envie de mettre en arrière-plan dans les Zooms, puisqu'on passe notre temps à naviguer dans des réunions Zoom, j'avais envie de mettre en arrière-plan pays en chantier. On est vraiment en chantier, on est en chantier au niveau de la gouvernance, on est en chantier au niveau institutionnel, on est en chantier au niveau de la diversification de l'économie, on est en chantier au niveau des finances, on est en chantier au niveau de l'agriculture et tout cela fait que c'est impossible. Et je suis content ce matin d'apprendre qu'on vient de nommer justement un ministre délégué à la prospective. Donc je me dis pour une fois, et c'est ce que nous demandions depuis des années, qu'il y ait une trajectoire, qu'il y ait une vision. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de vision qui est discutable, ça ne veut pas dire que c'est la bonne, mais qu'il y ait une trajectoire dans laquelle s'inscrirait l'Algérie et qui permettrait de créer cette cohésion entre tous les chantiers qu'on est en train d'ouvrir. Pourquoi faire on fait tout ça? Mais il faut bien qu'on dise à la population et que la population s'inscrive dans cette trajectoire et porte ce projet national. Si on ne dit pas pourquoi on est en train de faire une route et où elle va aboutir, évidemment, personne ne va prêter intérêt à cette route-là. Mais si on dit que cette route-là va vous amener vers un endroit qui va vous offrir d'autres perspectives dans votre quotidien professionnel, familial, social ou peu importe, à ce moment-là, vous allez porter un intérêt davantage à cette voie-là qui est en construction. C'était juste une image. Donc, véritablement, nous avons besoin d'une trajectoire, d'une vision. Ce ministère délégué à la prospective va peut-être pousser les pouvoirs publics à commencer à raconter l'histoire de cette trajectoire que l'on veut pour l'Algérie, qui va permettre de créer cette cohésion même au niveau du système fiscal. Aujourd'hui, quand on regarde le projet de loi de finances complémentaire, certes, il y a eu des ajustements, mais pourquoi? On ne sait pas pourquoi il y a eu des ajustements. Dans quoi ils s'inscrivent? Quelle est l'idée derrière tout cela? Est-ce qu'en filigrane, vous êtes capable d'imaginer la trajectoire que veut suivre l'Algérie?
Aujourd'hui, je dis non, mais probablement que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, on va commencer à voir se dessiner, j'espère, les contours d'une trajectoire et les contours d'une autre gouvernance. La métaphore que vous m'offrez sur la trajectoire et la route me permet de passer très facilement au thème d'ensuite, puisque la route, c'est notamment la transsaharienne dont le dernier tronçon va s'achever dans quelques jours, avec pour objectif de rallier Alger à ses frontières sud, et donc notamment de créer une coopération sud-sud plus accrue. Quelle influence de l'Algérie en Afrique et dans le monde? Avant de passer à ce thème, je vous rappelle que le sondage est ouvert tout au long de la conférence. Êtes-vous optimiste pour l'avenir de l'Algérie? Les résultats préliminaires dans quelques instants. Monsieur Ben Khalfa, une curiosité toute personnelle à l'envoyé spécial de l'Union africaine. Curiosité, je suis sûre, partagée par notre audience. Aujourd'hui, quelle image a l'Algérie au sein des institutions africaines et au sein du continent? Dans l'image 1, un partenaire historique évident. Beaucoup de pays ont réussi leur indépendance à partir d'Alger. Slim et beaucoup de monde savent que Alger était la Mecque des révolutionnaires. Donc ils gardent en image un grand pays. 2, un pays qui investit dans les impératifs sécuritaires et géostratégiques. L'ancien ministre des Soulam Amra disait que nous sommes peut-être moins exportateurs de biens et de services qu'exportateurs de stratégies de paix. Là où il y a des questions de paix, l'Algérie est dans le grand dossier qui est à côté de nous, le dossier libyen, qui nous préoccupe. Et 3, donc une grande image en matière de rôle assumé par l'Algérie dans ce domaine. Troisième chose, c'est que beaucoup de diasporas africaines ont été formées dans les universités algériennes. Et moi, maintenant, je rencontre dans mes discussions des ministres, des premiers ministres, qui, vous savez, on dialogue tous les jours avec les 54 pays africains. Beaucoup de gens me disent saluez tel et tel, parce que c'était mon camarade de classe. Et ça, c'est une fierté pour l'Algérie. Mais enfin, au plan économique, l'Afrique n'a pas réussi son intégration régionale. Et l'Algérie, parallèlement au rôle important, stratégique, géostratégique et politique, n'a pas réussi encore à se créer un marché de proximité à la veille d'une zone de libre-échange africaine qui se crée. Donc, actuellement, dans cet Africa Mouvement, nous avons assumé un rôle très important au cœur, parmi les envoyés spéciaux, il y en a 4 de l'Afrique et je suis 5e. Nous avons obtenu un moratoire pour la dette africaine. Nous avons obtenu de la Chine un effacement de la dette vis-à-vis des Africains. Nous avons obtenu du G8 un moratoire pour les 8 mois qui viennent. Nous continuons, mais avec une intense activité. Donc, l'Algérie a sa position politique, géostratégique, humaine. Il faut voir le nombre mais aussi, sur le plan économique, nous devrions continuer à travailler pour que, maintenant que l'Algérie a une économie qui a des excédents, elle a une élite, elle peut exporter ses services, le marché intérieur africain devrait renaître autour d'un pays pilier comme le nôtre, l'Algérie. Et j'en profite pour saluer d'ailleurs les inscrits nombreux au Mali, au Cameroun, au Sénégal, en RDC, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Le temps étant contraint, je ne peux malheureusement pas être exhaustive, mais votre présence montre justement à quel point la question algérienne passionne sur le continent. Slim Othmani, l'intégration internationale de l'Algérie sur les marchés internationaux, elle passe forcément par une coopération sud-sud. Hier, justement, en préparation de ce séminaire, vous me disiez que vous aviez une vision de cercle qu'on pourrait élargir progressivement. Oui, avant de faire le saut en dehors des frontières, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on reste un tout petit peu en Algérie. Quand je dis un petit peu, quelque temps. Pourquoi? Parce que les entreprises ont subi un choc violent. Les entreprises souffrent. Donc, il va falloir déjà adresser cette souffrance liée au présent, donc les conséquences du Covid sur l'économie, les conséquences du confinement. Je suis malheureusement un anti-confinement dans la forme. Je pense qu'il y avait d'autres méthodes, mais bon, chacun a son opinion. Cependant, je pense que l'après-Covid aussi va nécessiter une attention particulière pour les entreprises. Donc d'abord,
pour ce premier cercle, l'Algérie est très importante. Donc, il faudrait que je règle d'abord, enfin, je règle pas moi, mais il faudrait qu'on se préoccupe particulièrement des problèmes de l'entreprise algérienne liés à la période du Covid et à l'après-Covid. Comment on va pouvoir démarrer, avec quels moyens, quelle trésorerie, quel marché, quelle demande en face de nous. Donc ça, ce sont des questions qu'il faut adresser en toute urgence. Maintenant, la deuxième question, c'est celle du moyen et du long terme. Donc j'en ai parlé brièvement tout à l'heure en parlant de trajectoire et de vision. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'Algérie en tant que telle. Donc pour moi, c'est le premier cercle de préoccupation. Le deuxième cercle de préoccupation doit certainement et indiscutablement être le Maghreb. Nous devons, et on a une responsabilité vis-à-vis des prochaines générations, nous devons travailler dur à ce que ce Maghreb, finalement, se mette en branle. Ça ne veut pas dire enlever les frontières comme ça brutalement, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des étapes par lesquelles nous devons traverser tous les ans et mesurer la qualité de l'effort que nous sommes en train de faire. Et il faut être volontaire là-dessus pour que le Maghreb se mette en place et devienne véritablement un acteur économique qui compte pour tout le monde. C'est vital, notre avenir est consubstantiel à nos voisins directs. Nos voisins du Sud aussi, quand je dis le Maghreb, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que le Nord qui compte, mais nos voisins aux frontières sud, que sont le Niger et le Mali, sont extrêmement importants pour nous. Donc c'est vraiment pour moi le deuxième cercle au-delà de l'Algérie. Niger, Mali et le reste de l'Afrique représentent aussi un élément de réflexion important qui doit s'inscrire et qui devra s'inscrire dans la trajectoire que l'on veut pour notre pays. Le troisième cercle, évidemment, c'est la Méditerranée, l'Union européenne, la Méditerranée, avec un très fort focus pour trois pays qui sont en face de nous, avec lesquels on a une frontière maritime commune, que sont l'Italie, la France et l'Espagne. Ces trois pays-là, avec lesquels nous devons développer des relations extrêmement fortes. C'est vrai qu'on a une relation avec l'Union européenne, mais rien n'empêche aussi de développer des relations fortes au niveau bilatéral. Maintenant, le quatrième cercle, certains vont me dire « Ah mais non, c'est le plus grand cercle, c'est le plus prioritaire ». C'est les trois grandes puissances que sont les USA, la Chine et l'URSS, avec lesquelles aussi nous devons évidemment travailler. Puis il y aura en dernier lieu le reste du monde. Vous avez vu, je n'ai pas placé le Moyen-Orient ni le monde arabe. Et certains vont m'accuser évidemment de tous les maux. Non, pas du tout. Mais je pense que si nous voulons l'intérêt de notre pays, on commence d'abord par nos voisins. C'est un peu comme quand on est à la maison. On regarde vraiment notre cercle le plus proche. C'est nos voisins qui nous intéressent d'abord. Puis ensuite, on voit après. Et tout cela doit transparaître dans la trajectoire que l'on veut pour l'Algérie. On ne peut pas faire une trajectoire où on se considérait complètement isolé du monde. Donc je reviens au point de départ de ma discussion, là à l'instant. La grande préoccupation aujourd'hui, c'est comment réamorcer la machine économique, que doit faire l'État pour réamorcer la machine économique. Nous en avons grandement besoin. On a besoin d'écoute, on a besoin de concertation. Et je pense que certaines portes sont en train de s'ouvrir et encore une fois, l'arrivée d'un secrétariat d'État ou d'un ministre délégué plutôt à la prospective va permettre de grand ouvrir cette porte justement de la concertation et du dialogue pour bâtir la trajectoire. Beaucoup de questions justement sur ces sujets de nos internautes. On y passe dans quelques instants aux questions de nos internautes. Avant cela, une petite question, Monsieur Ben Khalfa, sur le rôle de la diaspora dans ce projet, que ce soit dans l'intégration dans ces différents cercles évoqués par Slim Othmani ou que ce soit dans le tout premier cercle, c'est-à-dire l'investissement en Algérie. Quel rôle pour la diaspora? Un certain nombre de dispositions constitutionnelles sont en train de changer en la matière. Tout à fait. D'abord, au plan constitutionnel, vous le savez, au plan institutionnel, il y a une constitution qui est différente de celle que nous avions et qui jette un regard sur l'Algérien, quels que soient les papiers d'identité qu'il porte dans son portefeuille. C'est une vision mondialisée maintenant. Les nationalités sont différentes de l'appartenance au pays. Et notre diaspora est importante. Nous dépassons 7-8 millions maintenant à l'extérieur. Nous sommes l'un des pays qui a une diaspora importante, toutes catégories confondues. Jusqu'à présent, j'avoue que le pays a maintenu une relation sociale, une relation conviviale, culturelle, humaine, puisque cette année, nous aurons un peu moins d'humains parce qu'il y a le confinement qui ne permet pas aux millions d'Algériens qui viennent passer
leurs vacances chez nous, chez eux d'ailleurs, chez eux, parce que c'est leur pays. Mais à l'avenir, de nouveau, un ministère chargé de la communauté à l'étranger a été nommé hier. C'est quelqu'un qui a été nommé parmi la diaspora qui vit en France pour la première fois. C'est un député effectivement élu sur la voilà. circonscription Alger, zone extérieure sur Marseille. Zone extérieure, c'est une innovation, je l'avoue, je l'approuve, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui connaît depuis longtemps, qui vit à l'extérieur et qui maintient. Et donc, il n'y a pas de frontière entre les Algériens de l'intérieur et les Algériens du monde. Et deuxième chose, c'est effectivement leur rôle en matière économique. Non seulement, souvent on a regardé dans les statistiques, mais je ne suis pas d'accord avec ça, la relation uniquement à travers les transferts et on fait des surenchères tel pays. Au-delà de ces transferts, le pays est, heureusement pour nous, à l'aise ce domaine-là. Au-delà des transferts, c'est maintenant l'investissement de cette diaspora chez nous, c'est leur participation au business chez nous et c'est demain les ambassadeurs pour tout ce qui est exportation algérienne vers ces pays-là. Donc, un corridor économique, financier, de business doit être construit. Moi, j'ai plaidé depuis longtemps, y compris lorsque j'étais dans les affaires, pour qu'on fasse la différence sur le plan réglementaire entre un Algérien et entre un non-résident et un non-résident de souche algérienne. Et puisqu'on puisse un jour les regarder comme des Algériens, même s'ils portent d'autres papiers dans leur poche. Vous évoquez leur investissement justement et ce lien avec le pays, lien avec le webinaire aussi, puisque premier chiffre, on est suivi aujourd'hui dans tout un tas de pays, Canada, États-Unis, par un certain nombre de membres de la diaspora qui ont participé à notre sondage dont je suis en mesure de vous donner les résultats préliminaires. Je rappelle la question, êtes-vous optimiste pour l'avenir de l'Algérie? Question posée en début de cette conférence digitale. Eh bien, 59% oui. Nous sommes optimistes pour l'avenir de l'Algérie. 59% des participants à cette conférence croient en un avenir plus radieux. Non à 33% et 8% de « je précise ma réponse » dans les questions. Je précise ma réponse, oui, effectivement, dans les questions-réponses, puisque il est l'heure d'aller regarder les questions de nos internautes. Je rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, d'abord, bienvenue. Deuxième partie de cette conférence digitale qu'est l'Algérie demain. Vos questions et à présent, les réponses de nos experts. Alors, première question de Monsieur Son sur l'endettement extérieur. Va-t-on solliciter l'endettement extérieur? Si oui, à quel délai? Pour moi. Monsieur Ben Khalfa, si cette question vous inspire, je vous en prie. L'endettement extérieur, actuellement, nous sommes le pays le moins endetté. Vous le savez, l'endettement a été perçu compte tenu du passé comme un véritable risque pour le pays. L'endettement extérieur commence j'allais dire, on commence à enlever le tabou, même si tout le monde en Algérie considère que l'IDE est first par rapport à l'endettement extérieur. Nous sommes favorables, le pays est favorable, nous sommes nous devons travailler ensemble pour que l'investissement direct étranger s'implante chez nous. Et nous avons un taux de retour sur l'investissement, les non-résidents qui ont investi chez nous, les premiers pas sont difficiles, mais quand on investit chez nous, j'étais dans le secteur bancaire, j'étais aux affaires, j'ai vu des return on investment les plus forts de la Méditerranée. Donc, l'endettement, oui, le pays commence à regarder, un endettement des acteurs économiques, deux, un endettement sur le concessionnel, pas sur le commercial, mais trois, l'État ne s'endette pas encore parce que l'État, d'ailleurs, n'est éligible pour le moment ni à l'endettement des pays pauvres ou des pays moins développés. Elle n'est pas endettée actuellement. L'État ne passe pas à son endettement pour son budget, mais les acteurs économiques doivent, l'endettement commence. Et d'ailleurs, c'est ce mixage endettement, investissement direct étranger qui va permettre à notre marché non seulement de gonfler, mais d'aller au-delà de nos frontières. Une question pour Monsieur Slim Otmani sur la question de la rente. L'occasion, juste avant peut-être de vous rappeler que notre sondage se poursuit. Vous pouvez continuer à voter. Êtes-vous optimiste pour l'Algérie? Question d'Olivier Fleureau. La rente pétrolière n'est pas un mal en soi si elle contribue au développement économique. Jusqu'ici, Monsieur Fleureau est d'accord avec vous. Mais quelle politique pour favoriser l'emploi des jeunes? Et je dirais même l'insertion.
Quelle politique pour favoriser, ça s'est coupé? L'emploi des jeunes et je L'emploi des dirais même leur Ah, insertion. Bon, justement, en fait, cette question nous amène évidemment à l'entrepreneuriat. Et mon expérience, justement, dans Injaz Al Jazair, qui est une initiative qui permet de faire la promotion de l'entrepreneuriat, donc qui inculque l'esprit entrepreneurial au niveau de la jeunesse, dans les écoles, dans les universités, dans les instituts de management, nous a permis aussi d'apprécier la qualité entrepreneuriale de la jeunesse qu'on avait en face de nous. On sent parfaitement une prédisposition à l'entrepreneuriat, mais systématiquement, et quel que soit l'âge de l'intervenant, c'est ça qui est surprenant, systématiquement est mise en avant, peut-être je vais l'exprimer de façon un peu pompeuse, la qualité des institutions et de la bureaucratie qui est en face d'eux. Ils ont une peur bleue, je le dis bien, de la qualité du système. Et au lieu de dire peut-être que le système évidemment institutionnel, le fonctionnement de la bureaucratie qui vont avoir en face d'eux, peut-être qu'on va travailler à commencer à envoyer des messages pour que cette bureaucratie change et nous porte ou porte nos projets. Ils sont plutôt dans une logique de contournement. Et ça fait partie d'un des grands défis justement de l'Algérie, c'est le secteur informel. Beaucoup s'inscrivent plutôt dans une non, je vais m'arranger, je vais monter ma petite affaire, mais je sais que je peux naviguer autrement. C'est une erreur de perception, même si il y a beaucoup de cas qui leur permettent en fait de valider leur perception négative. Moi, je pense que on peut contrer cela par une gouvernance véritablement stricte de l'entreprise privée algérienne. Et quand on a en face de nous une administration qui a en face d'elle un opérateur qui pratique une véritable gouvernance d'entreprise, l'administration se plie à la gouvernance. Donc ça veut dire qu'elle peut changer et on a bon espoir. Mais je voudrais rebondir sur la notion de défi, puisque ce défi de l'entrepreneuriat et de l'emploi, on peut le relever, mais on a 3 gros défis aussi. On a un défi extrêmement important, c'est le défi environnemental. Il y a un gros problème environnemental, Algérie, de pollution, etc., de prise de conscience de la part des opérateurs économiques privés, de la part des pouvoirs publics, de la part du fait de ce que cela va entraîner en termes de dépenses, en termes de revenus, en termes de compétences disponibles, etc. Si vous prenez le potentiel minier algérien, qui est extraordinaire, même au niveau des terres rares, ce qui se passe, c'est qu'on sait que ce potentiel minier, pour l'exploiter, cela va avoir des conséquences écologiques énormes. Donc, au lieu d'immédiatement commencer à traiter ce problème-là et dire nous avons besoin de ce potentiel minier pour notre développement économique car il est générateur de revenus. Mais nous devons adresser la problématique environnementale. Non, pour le moment, tout est sous terre, on ne bouge pas. Et ces défis-là doivent être pris en charge. Le défi de l'eau, on a un stress hydrique extrêmement important, on vit un stress hydrique extrêmement important qui va s'aggraver dans le temps. Tout ça, ce sont des projets qui vont générer de l'emploi, contrairement pour faire le lien avec ce qui est en train d'être dit. On regarde les défis et les défis sont générateurs d'emplois, sont générateurs de services, sont générateurs d'industrie et sont générateurs de production, de savoir et de maîtrise. Donc, je n'ai pas de grosses inquiétudes en matière de création d'emplois compte tenu aussi de la faible diversification de notre tissu industriel et de notre tissu économique. Monsieur Ben Khalfa a parlé des services. Les services, c'est vraiment embryonnaire en Algérie. Quand on voit que les livraisons à domicile ne se sont exprimées pleinement que suite à l'avènement du Covid, quand on voit que l'administration des postes et télécoms s'est remise en question concernant le paiement, le mobile payment et l'activation évidemment des transactions électroniques, ça veut dire qu'il y a un potentiel dans les activités de service. Donc, pour l'emploi, je n'ai pas d'inquiétude aujourd'hui, de grosses inquiétudes pour l'emploi. Un autre défi extrêmement important pour moi, c'est la transition démographique. Oui, nous avons un grand problème au niveau de la transition démographique. On a une population, c'est vrai, extrêmement jeune, mais bon, qui a pris de l'âge, parce qu'on le répète déjà depuis 15 ans, mais cette population a pris de l'âge. Beaucoup d'entre elles n'ont pas encore
trouver sa voie. Il va falloir qu'on travaille beaucoup sur les services, sur les petits métiers pour pouvoir employer cette population et qu'elle réponde aux défis de la transition démographique. Vous évoquez Merci. la question de la gouvernance, Slim Othmani. C'est une question qui revient beaucoup dans la Énormément, bouche énormément. sur Pourquoi? l'avis Parce qu'on on est, de nos on est, internautes. oui. Il y a une véritable soif de gouvernance au sein de la population algérienne. Il y a une véritable soif de redevabilité. Il y a une véritable soif de transparence. On a besoin de comprendre pourquoi on fait les choses, qu'est-ce que ça peut rapporter, quelles conséquences ça peut avoir. On a besoin de changer de position. On ne veut plus être citoyen pris en charge, on veut être citoyen impliqué et actif dans la vie de la cité. Et bah, question justement pour Abdelrahman Ben Khalfa de Lina Samni de France Dignity, je le prononce comme je peux avec mon accent. Quel rôle pour la société civile algérienne dans la relance, Monsieur Ben Khalfa? Oui, d'abord, je profite pour saluer, nous avons beaucoup salué la diaspora, mais je salue aussi les autres amis partenaires de l'Algérie, de l'Afrique notamment. Moi, je suis maintenant africain pour un peu de temps, très africain. Et donc, je les salue. Alors, quel rôle pour la société civile? Vous savez que là, nous avons, je viens de voir une étude, je pense, de l'Union européenne. L'Algérie a l'une des sociétés civiles les plus dynamiques actuellement. Dynamique. Elle est en cours de restructuration. Toute l'année 2019, et ça se continue maintenant, c'est la société civile qui conduit la transition et qui active la transition politique. Il y a un grand débat aujourd'hui autour des questions fondamentales de la Constitution. La société civile a, dans le développement sociétal et dans le développement social, un rôle important. Ce que je ne comprends pas, et moi je retourne sur la question, c'est que notre société civile ne s'implique pas beaucoup dans les problématiques économiques. Et que nous avons des problèmes de productivité, nous avons des problèmes de gaspillage, nous avons des problèmes de développement de la gouvernance, de la corporate gouvernance, pas simplement de la gouvernance du public, ce sont les sociétés. Nous avons la société civile considère un peu que les questions de développement économique sont à la charge de l'État. Et c'est peut-être aussi parce que la gouvernance publique de l'État s'est développée beaucoup et le citoyen a l'impression d'être pris en charge complètement. D'ailleurs, le système de subvention chez nous prend en charge depuis la naissance, même avant, jusqu'à la mise en marché, jusqu'à l'entrée au marché du travail, laquelle entrée est un peu, parce qu'il y a un niveau important de demande. Et donc, les questions fondamentales, non seulement la société civile, mais les institutions organisées. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le débat important au niveau des parlementaires cette année sur la loi de finances complémentaires. Ils ont passé plus de temps à regarder le niveau des perceptions en ce qui concerne les véhicules, l'achat de véhicules, les droits de douane, que sur l'ampleur des subventions ou à l'ampleur du chose budgétaire, du déficit budgétaire. Je n'ai pas entendu dire. Donc, il y a une société civile dynamique. Elle joue un rôle important dans la vie sociale, institutionnelle. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une transition politique pas douloureuse comme nous l'avons connue dans d'autres pays environnants et plus loin. Mais nous avons une société civile qui s'implique peu dans les grandes démarches, dans les grandes transformations, dans les exigences économiques d'ouverture. Et ça, c'est un peu difficile parce que le take-off, l'après-Covid, j'espère que nous serons sur un sentier. Nous serons sur un sentier, je travaille sur le plan africain avec nos amis, sur l'après-Covid pour le décollage, pour le take-off. J'espère que le décollage de l'Algérie sera partagé autant que les questions politiques, institutionnelles et identitaires. Une question vidéo peut-être sur ce sujet, en direct d'Alger avec monsieur… oui, Slim Othmani. Oui, je voudrais juste compléter les propos de M. Ben Khalfa. Si on parcourt les réseaux sociaux où évidemment on a un aperçu du dynamisme de la société civile algérienne, on se rend compte que la société civile algérienne fait beaucoup.
mais elle exprime énormément de frustration par rapport à un carcan administratif et bureaucratique extrêmement lourd et très difficile à gérer. On perçoit, il y a des signaux qui sont envoyés où on appelle, enfin depuis 2019 déjà, où on appelle à la création d'associations, etc. Mais les gens réalisent des choses exceptionnelles au niveau local. C'est très intéressant. Malheureusement, les véritables espaces d'échange, de concertation, où on peut, mis à part les réseaux sociaux, qui sont par moments un tout petit peu secoués, mis à part les réseaux sociaux, il n'y a pas réellement d'espace où la société civile peut travailler comme elle devrait travailler. Et cette société civile-là, je peux le comprendre après 10 années de terrorisme, et je peux comprendre cela compte tenu de l'instabilité aussi bien régionale que mondiale, mais la société civile est trop surveillée par rapport à ce qu'elle fait, alors que ce n'est réellement pas le rôle véritablement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics devraient être à l'écoute de cette société civile, bénéficier justement de ce que fait cette société civile, l'accompagner, la soutenir. Je ne parle pas uniquement financièrement, mais véritablement mettre en avant, mettre en exergue, se satisfaire et se réjouir de tout le travail que fait cette société civile, parce que le travail de cette société civile-là, c'est un moins de dépenses peut-être aussi pour les pouvoirs publics, et c'est aussi, ça contribue à faire prendre conscience autour de certains sujets, dont le sujet justement de l'environnement, puisque la société civile s'est emparée de ce sujet et a réalisé quand même quelques belles, on va dire, prises de guerre, on va appeler ça comme ça. La réponse de Slim Othmani à Abderrahmane Belkhalfa. Je précise qu'on a à peu près une centaine de questions encore de nos internautes. Le temps, malheureusement, étant contraint, on va essayer de les rassembler et d'avoir l'essentiel des points sur lesquels vous nous demandez des précisions. Je disais depuis Alger une question vidéo de Mehdi Bendimerad, vice-président du Forum des chefs d'entreprise, qui nous rejoint. Bonjour monsieur, vous êtes chargé de l'international au sein donc du FCE. Vous avez suivi les débats jusqu'ici. Peut-être une envie de réagir ou de poser une question à monsieur Benkhalfa, si je l'en crois ce que l'on me dit en régie. Tout à fait, tout à fait. Bah, écoutez, merci de me donner l'opportunité de parler de cet après-Covid et puis après, avec des intervenants de très haute qualité que je salue bien sûr. Et je pense que réellement, on peut faire de ces difficultés un tremplin important pour de nouvelles opportunités pour notre pays. Il va y avoir une accélération très rapide, en tout cas, de la digitalisation. On va tenter de réduire ce gap numérique à travers les e-payments, e-commerce, e-governance, etc., tous les e possibles. Des gains de productivité, des gains de temps, des certifications en ligne, des achats en ligne. Slim Othmani en a bien parlé, avec l'exemple de Jumia qui délivre tout ce qui est nourriture ou tout ce qui est achat en ligne qui ne se faisait pas auparavant. Mais ça, il y a eu cette accélération très, très rapide. La notion du télétravail, quelque chose qu'on n'utilisait pas du tout. Hein, dans une ville comme Alger, avec beaucoup de trafic, avec beaucoup de difficultés de se mouvoir d'un endroit à un autre, on peut utiliser finalement cette notion et gagner vraiment en productivité. Donc vraiment, on a des gains rapides. On a l'exemple des douanes. Les douanes qui ont pour la première fois autorisé à utiliser des papiers numériques qui étaient le UR1, la banque qui a accepté aussi des papiers à format numérique parce qu'ils étaient contraints. Donc, on va obligatoirement dans cette direction. Je pense aussi, par exemple, à une initiative qu'on a lancée, le marathon de ce concours pour sélectionner des entreprises qui apportent des solutions digitales à l'économie après Covid, le hackathon, le Hack Algérie, où on a plus de 300 candidats et où on a vu finalement ce besoin finalement de présenter des solutions. Donc il y a vraiment un appétit très très fort. Et puis une chose très importante, M. Benkhalfa l'a dit, c'est le ministère de la numérisation, donc aussi de la débureaucratisation. Donc pour ça, pour moi, je vois en tout cas des choses vraiment, en tout cas, positives. Maintenant, nous avons le gap des énergies renouvelables, un gros effort à faire, très important parce que on produit moins de pétrole qu'on en a besoin. On a une consommation intérieure qui est supérieure à la production, en tout cas au gain de production qu'on peut faire, et donc on exporte moins. Et si on exporte moins, eh ben, il faut bien trouver des sources de revenus différentes. Donc, moi, je salue ce ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables parce que finalement, ça donne une impulsion certaine, en tout cas, de la volonté politique au moins d'aller vers cette transition énergétique. En tout cas, nous la saluons. Maintenant,
je Une pense, question pour Monsieur Ben Khalfa. voilà, c'est là où j'arrive sur la question pour M. Ben Khalfa, c'est que l'Algérie, je pense, a un rôle important à jouer. Et on a vu finalement dans cette sécurité sanitaire qu'avait l'Europe et notamment la France, puisque vous êtes en France, Neila, on a vu que la France avait des difficultés, en tout cas, pour s'approvisionner en masques, s'approvisionner en médicaments, des médicaments en tout cas faciles, en tout cas qui sont produits localement en Algérie. Je pense au paracétamol et tout ce type de médicaments. L'Algérie produit en tout cas 70% de ces médicaments. Et donc pourquoi nous étant à 18 heures de bateau de la France, et donc à moins même de l'Europe, si on pense à l'Espagne ou l'Italie, nous avons notre carte à jouer, en tout cas pour être un sourcing important pour tout ce qui est produits sanitaires, produits de chimie, produits médicaments pour l'Europe. Et dans ce cadre-là, l'Algérie peut être le pivot, et c'est là où je voudrais rebondir avec M. Ben Khalfa, le pivot, comment transformer justement ce socle d'approvisionnement pour l'Europe, mais que l'Algérie aussi soit la source d'approvisionnement du reste de l'Afrique pour lutter contre le Covid à travers toute son industrie pharmaceutique. Et je pense que c'est finalement, on est peut-être le pays le mieux positionné pour faire cette transition entre les deux continents. Question posée à Monsieur Ben Khalfa, comment l'Algérie peut contribuer à un projet pharmaceutique continental? C'est vrai, Covid nous a permis de regarder beaucoup de dysfonctionnements dans nos relations de proximité, parce que les traitements de risques très éminents supposent d'abord une géographie de proximité, ensuite un temps de déplacement important. Et nous nous sommes rendus compte effectivement qu'en Afrique, que l'Afrique dépend beaucoup du Nord, non seulement de l'Europe, mais aussi d'autres pays. Et même si nous avons des relations de fraternité avec la Chine, une dépendance africaine à l'égard de la Chine trop importante, aussi bien en matière économique, sociale, infrastructurelle, financière. Et mon ami ici, Mehdi, a raison. Nous pensons qu'avec le nouveau système politique en Algérie, avec cette équipe gouvernementale que je salue du reste, dans lequel il y a beaucoup d'éléments de l'élite. Je parlais de la prospective, notre ami Sybille Monoub, de la transition. Je parle aussi d'un nouveau ministère de la numérisation important, avec un de mes collaborateurs qui est à la tête, mes anciens collaborateurs. Et donc, tout cela nous permet, avec des institutions concrètes comme le Forum des chefs d'entreprise, effectivement, de régler les problèmes de gouvernance, de l'administration qui a un périmètre trop grand, et surtout de la gouvernance publique, diminuer le poids du public dans la prise de décision économique, nous permet demain de nous positionner comme une plateforme importante de business, dans le sens bon du terme, entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est un rôle que nous avons commencé à jouer il y a quelque temps, mais qui n'est pas encore structuré. Il faut le structurer à l'avenir. Deux questions pour Slim Othmani que je vois envoyées par des internautes. Le premier, justement, sur l'accompagnement des startups. Est-ce qu'il existe des dispositifs particuliers aujourd'hui ou est-ce qu'ils sont soumis à la même réglementation que les autres entreprises? Est-ce qu'il faut des dispositifs pour eux? Et une deuxième question qui complète d'une certaine façon de Pierrick Grenier, qui évoque une instabilité en matière d'environnement des investissements, la question de la stabilité juridique des lois. C'est vrai. C'est vrai, c'est important. C'est une question très importante, mais et comme on est dans un processus, on va dire, de transparence, de démocratie et de redevabilité, de la même façon que vous avez donné la parole en vidéo à une institution qui n'était pas censée être avec nous en mode vidéo, je pense qu'il faudra donner la parole justement à cette jeunesse qui trépigne et qui veut savoir un peu ce qui se passe en matière de soutien. On va leur donner la parole en mode vidéo, de telle sorte qu'ils nous posent directement la question à moi-même et à M. Ben Khalfa. Donc, je demande au régisseur, s'il vous plaît, de prendre la question en vidéo de la part des jeunes qui ont posé cette question, parce que c'est important qu'ils parlent et qu'ils expriment aussi leur opinion et leurs opinions concernant justement comment ils vont pouvoir relancer et comment ils vont pouvoir s'inscrire dans la dynamique algérienne. Et on leur racontera justement l'histoire de ces soutiens que peuvent apporter les pouvoirs publics. Alors, on va tenter de leur lancer un appel vidéo. Hein. Si vous souhaitez je suis en nous rejoindre, n'hésitez pas. nous a posé la question.
Par ailleurs, je précise que sur le volet, parce qu'on a aussi beaucoup de questions sur justement quelle place de la société civile dans cette conférence digitale, pourquoi est-ce qu'on n'aborde pas le volet politique, etc. Effectivement, sur un choix contraint de format d'une heure, il a été les thématiques sont vastes. On en parlait hier, Slim. On pourrait faire un livre, on pourrait faire une émission quasiment tous les jours sur l'Algérie, tellement ce pays est grand de par son histoire et sa géographie, hein, plus grand. Et c'est pour ça qu'il faut donner la parole aux jeunes. L'Algérie, je pense qu'il faudra. Je vous appuie, et c'est un appel que je lance à tous ceux qui nous regardent à Paris, en Algérie et ailleurs, pour notamment monter une autre conférence sur les aspects politiques. Je crois qu'il y a de ce point de vue-là un sujet plein. Est-ce que, juste peut-être rapidement, si la personne ne nous rejoint pas en vidéo avant la fin, est-ce que vous souhaitez quand même dire un mot sur l'accompagnement des startups ? Je vais laisser M. Benkhalfa le dire, l'accompagnement. Moi, je vais pas parler de l'aspect financier, puisque bon, M. Benkhalfa le maîtrise davantage que moi. Je vais parler, disons, des initiatives qu'il y a en termes d'accompagnement des startups. Il y a quelques initiatives timides, évidemment, d'accompagnement de start-up. Je parle au niveau du secteur privé. Au niveau des institutions publiques, c'est un autre sujet, puisqu'il y a une initiative qui s'appelle Casbah Business Angel, qui consiste justement à recevoir des jeunes avec quelques projets qui sont présentés à des investisseurs potentiels qui veulent bien les accompagner dans le cadre d'un je sais pas, un business angel en quelque sorte, qui restera très peu de temps dans l'entreprise, juste le temps de lui donner le souffle qu'il faut, de lui apporter un peu d'expertise et de compétences. Ça lui permettrait évidemment de décoller. C'est pas un incubateur, évidemment, c'est plus qu'un incubateur, c'est un endroit où on présente son projet et puis on fait un parcours avec un chef d'entreprise. Mais ce n'est pas suffisant, on le sait très bien, et aussi encore une fois à travers l'initiative INJEZ, la demande est très forte de la part des jeunes en termes de financement justement du départ de cette entreprise. Le point de départ de cette entreprise doit être accompagné par qui, comment, par quoi. Nous, on avait proposé à plusieurs reprises justement que les dispositifs en place en Algérie soient tout de même accompagnés par des encadreurs qui sont à l'origine des chefs d'entreprise qui vont donner de leur temps de façon bénévole. Donc, il fallait que le dispositif financier soit adossé à des associations professionnelles et patronales pour avoir le réservoir de chefs d'entreprise qui puissent donner de son temps pour accompagner ces jeunes. Malheureusement, cette idée n'a pas abouti. Elle est peut-être faite de façon individuelle, mais pas de façon structurée et qui permette réellement d'impulser une véritable dynamique et d'avoir une masse critique de start-up importante. Je vais laisser M. Benkhalfa répondre sur le volet financier. Je vois M. Benkhalfa qui a bon. Oui, c'est une voie extrêmement importante. Elle fait partie des priorités du président, il s'en tient. La loi de finances 2020 complémentaire a prévu 4 choses particulières qui sont en cours, qui sont vous le savez, il y a un ministère complet, un ministre complet qui vient du start-up d'ailleurs, qui a été hier encore consolidé, c'est le ministère des startups en Algérie. Vous rentrez à travers Google et les mails et vous trouverez le ministre qui a une ouverture d'esprit à l'égard des jeunes importante. 2, dans la loi de finances, on a créé le fonds d'amorçage avec des fonds publics pour rentrer dans le capital des startups en cours de création. 3, la décision a été prise, elle est dans la loi de finances. Les startups, pendant 5 ans, sont exonérées de toute forme d'impôt. Aucun impôt. Et donc, toutes les marges sont des marges entièrement, aussi bien les impôts directs qu'indirects. Et 4e, nous pensons qu'il va y avoir une agence qui est le réceptacle des coachs, parce qu'il y a en même temps le coaching, mais en même temps, Slim en parlait, j'espère qu'on va structurer le réseau des mentors, c'est-à-dire les grandes entreprises, les entreprises qui parrainent, les entreprises qui suivent, et ce sont demain ces entreprises-là qui sont les clients des startups, parce que les startups vivent à l'ombre des grandes entreprises. Donc, il y a un processus extrêmement musclé. Maintenant, comment il sera gouverné, comment il sera mis en place, mais en tout cas, c'est la première fois dans l'histoire du pays, on a quitté
la forme de micro-entreprise dopée par l'État à la forme start-up qui vit de ses propres moyens avec des instruments modernes. Le processus n'est pas achevé, mais il y a des maillons de la chaîne de création, d'aide, de coaching, d'accompagnement des startups qui est très, très avancé à ce niveau. Et bienvenue parce que ce réseau est destiné beaucoup, entre autres, aussi bien aux Algériens qui créent des startups à l'intérieur qu'aux Algériens qui créent des startups à partir. Je connais les compétences qui existent au sein de notre diaspora, aussi bien à notre diaspora à l'étranger. Vous vous souvenez qu'on a lancé un sondage en début de session. Êtes-vous optimiste pour l'avenir de l'Algérie ? Je suis en mesure de vous donner les résultats. 63% de oui, 31% de non et 6% de je précise mon propos dans les questions-réponses. On note une nette évolution. Donc, je ne sais pas si je dois dire peut-être bravo à vous, Slim et Monsieur Ben Khalfa, pour ce discours certes critique sur les freins à l'Algérie aujourd'hui, mais aussi sur ces pistes d'évolution. 63% de oui, 31% de non. Peut-être une réaction, une conclusion, Monsieur Othmani. Je sais que la régie essaye de faire monter quelqu'un en son. Ça a l'air difficile. Une réaction très courte. Je pense que le mot non optimiste ou bien la lecture non optimiste des 31%, c'est pas non optimiste. C'est inquiet. Ils veulent être rassurés. On n'a pas employé le mot confiance. Donc, ils veulent des signes de confiance. Et je pense que les pouvoirs publics algériens, même s'ils sont dans une situation extrêmement complexe, j'ai eu à l'écrire il y a quelque temps, j'aimerais pas me retrouver dans la situation dans laquelle ils sont. Ils peuvent passer un message de confiance à ceux qui s'intéressent à l'Algérie. On n'a pas beaucoup parlé de la diaspora, particulièrement la diaspora algérienne, qui finalement commence à être reconnue comme étant un acteur important du développement présent et futur de l'Algérie. Donc, on va voir maintenant ce qui va leur être proposé. Moi, j'avais employé la tournure une fois de tapis rouge et je m'étais fait ramasser par le Premier ministre de l'époque. Oui, il faut dérouler le tapis rouge. Certains vont s'offusquer ici à Alger, à Paris, pour qui il se prend, il donne des leçons, etc. Non, nous avons besoin de dérouler le tapis rouge à cette diaspora, parce qu'ils ont des réseaux, parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils sont amoureux de leur pays, parce qu'ils veulent contribuer, ils ont la volonté de le faire, pas forcément en quittant le lieu de leur existence. Donc, donnons la chance à cette diaspora qui veut apporter, qui veut donner et qui peut nous faire un bond qualitatif et quantitatif extrêmement important. Donnons-lui cette chance et arrêtons la ségrégation entre l'Algérien d'Algérie et l'Algérien d'en dehors de l'Algérie. Un mot de conclusion, une réaction, Monsieur Ben Khalfa, au résultat de ce sondage ? Oui, c'est un sondage également. Moi, 63%, peut-être qu'il était moins il y a quelque temps, mais les 33, ce sont encore pas une inquiétude, mais peut-être des questionnements. Et donc, l'avenir à l'égard de ceux, c'est que notre pays, nos pouvoirs publics doivent traiter l'image de l'Algérie. Je parlais de services, je parle maintenant de la communication extérieure et de l'image d'Algérie. L'image est trop sous-dimensionnée par rapport à l'ampleur du pays. Vous avez un exercice de traitement d'image et je vous remercie. Et donc, l'image de l'Algérie. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'Algérie bouillonne, mais c'est le pays le plus ouvert dans la région. Et nous sommes en train de passer d'une phase institutionnelle d'un régime politique à un autre, avec beaucoup d'ouverture au plan économique. Sur le plan économique, ce n'est pas accompli, mais notre vision de l'avenir, avec les équipes qui arrivent. Hier, nous avons eu un gouvernement dans lequel 50% ont moins de 40 ans, avec une élite qui était à nos côtés, une transition générationnelle. Nous avons beaucoup d'optimisme pour un grand pays qui est en même temps africain et méditerranéen. Et je suis sûr et certain que les 2 années, les 3 années qui viennent seront meilleures, seront profitables à la fois pour les Algériens d'Algérie et les Algériens du monde dans ce grand pays méditerranéen et africain. Eh bien, merci à vous deux, messieurs Slim Othmani et Abderrahmane Ben Khalfa. Merci d'avoir répondu aux questions des lecteurs de Jeune Afrique. Merci de votre disponibilité pour éclairer cette réflexion autour de l'Algérie de demain, autour d'une partie de l'Algérie de demain, parce que
Effectivement, on aurait pu encore et encore et encore poursuivre tant les sujets sont divers et j'espère que nous aurons l'occasion de le faire dans d'autres conférences digitales de Jeune Afrique. Merci pour votre expertise. Il est 16h09 à Paris, 15h09 à Alger. Il me reste un peu moins d'une minute pour vous présenter le prochain numéro de Jeune Afrique avec en une le palmarès exclusif des 500 premières entreprises en Afrique et vous verrez qu'il y a 2 ou 3 acteurs algériens qui s'en sortent plutôt pas mal. À lire aussi dans ce numéro, et Slim Othmani, vous l'évoquiez, la question de la diaspora. Comment Alger veut reconquérir sa diaspora? Enquête dans le prochain Jeune Afrique à retrouver en kiosque le 30 juin, c'est-à-dire dans tout juste une semaine. D'ici là, www.jeuneafrique.com, le site pour vous tenir au courant de toutes les actualités du continent. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.